Alors bonsoir à toutes et à tous, une soirée particulière, une 304e rencontre Vlil et ce soir on a la chance de recevoir Agnès, Agnès de Clairville pour être précis puisque vous la connaissez pour beaucoup puisque c'est quand même une habituée des rencontres Vlil avec d'autres auteurs. Cette fois c'est elle l'invitée et pour un roman qui fait beaucoup parler, Corps de ferme aux éditions HarperCollins qui est sorti il y a déjà quelques semaines. Et forcément, on avait envie de t'inviter à nouveau après le premier roman, La poupée qui fait oui, ton premier roman qui était paru déjà il y a un an. Un livre qui était en partie autobiographique sur une jeune femme aux prises avec des violences sexuelles, mais aussi avec cette question du silence. Et le silence, il en sera question aussi ce soir. Je suis ravi de te recevoir à nouveau, Agnès. Bienvenue chez toi. J'ai envie de dire bienvenue chez toi. Euh, Merci pour votre accueil à tous. Merci en particulier, Anthony. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que ta biographie se dévoile petit à petit, roman après roman. Finalement, tu en dis un petit peu plus selon la thématique que tu abordes. On ne savait pas forcément que tu avais ce passé dans le monde agricole. Et ça, pour le coup, c'est quelque chose de plutôt mystérieux, peut-être te concernant. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'un livre sort, tu dévoiles petit à petit des éléments de ta vie et on a l'impression que tu en as eu peut-être beaucoup. Tu as eu peut-être 1000 vies, je ne sais pas. Et on sera curieux de voir peut-être pour le troisième, si tu nous dévoiles encore un secret de ta vie. J'aimerais que tu nous parles de cette expérience déjà entre le premier et le deuxième roman. Qu'est-ce qui s'est passé finalement dans ta tête, dans la tête de l'écrivain, dans la tête de l'autrice? Qu'est-ce qui s'est passé pour aboutir à corps de ferme sur un sujet totalement différent, quoique il y a quand même beaucoup de points communs, peut-être plus subtils qu'ils n'y paraissent, mais il y a quand même des ponts qui peuvent se créer entre ces deux romans-là, et notamment sur la féminité, et évidemment sur la maternité également, mais raconte-nous ce long parcours entre les deux romans. Comment se sont-ils construits l'un et l'autre de manière séparée? Alors, c'est ce que j'allais dire en fait, hein, les deux romans sont extérieurement très très différents, mais on va retrouver des obsessions ou des thématiques, la famille, les secrets de famille, le silence, la non-transmission d'un roman à l'autre. Et j'ai peur qu'on retrouve un petit peu ces thèmes tout au long des futurs romans aussi qui viendront, j'espère, s'ajouter à ces deux-là. Euh, Déjà en termes de, 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 de temps, euh, La poupée qui fait oui a été écrit longtemps avant d'être édité, puisque contrairement à certains auteurs, moi j'avais aucun lien avec le monde éditorial quand j'ai commencé à chercher un éditeur pour La poupée qui fait oui. Donc j'ai mis à peu près un an à trouver un éditeur, en l'occurrence une éditrice. Et, entre-temps, j'avais déjà commencé à écrire d'autres projets qui n'ont pas forcément vu le jour sous leur forme définitive. Mais voilà, j'avais déjà d'autres projets en tête, alors même que le travail éditorial sur La poupée qui fait oui ne faisait que commencer. Donc en réalité, j'ai écrit plusieurs textes. L'un d'entre eux est Corps de ferme, et c'est le texte le plus récent que j'ai écrit après La poupée qui fait oui. Et j'avais vraiment envie de partir sur une fiction complète. Ça faisait très longtemps que j'avais envie d'écrire sur le monde agricole parce que, comme tu l'as souligné, c'est une partie de ma vie qui est déjà un peu ancienne, hein, puisque j'ai travaillé 5 ans, enfin un peu moins, 2 ans en sortant de mes études, mais 5 ans en comptant tous les stages dans le monde agricole. Et ensuite, j'ai complètement bifurqué. J'ai fait un doctorat en biotech et je suis partie dans le monde plutôt du pharmaceutique, parapharmaceutique, pour rester très large et pour englober toutes les expériences suivantes. Donc, en fait, l'expérience agricole, elle date un petit peu, mais j'avais vraiment envie de parler sur ce monde qui est bien particulier. J'avais aucune conscience qu'il allait y avoir une crise agricole et, dans les semaines qui suivraient la publication de ce livre. Mais je voulais qu'on parle de ce monde qui est bien particulier à mon sens. Et dans ce monde-là aussi, quelles sont finalement tes attaches aussi en matière de connaissances agricoles? Pourquoi justement ce sujet-là? Qu'est-ce qui te tenait à cœur aujourd'hui
pour parler de la difficulté, de la colère du monde agricole, puisqu'il en est question. Ce n'est pas la seule thématique du livre, mais elle est quand même une partie évidente, au-delà du procédé où les animaux sont les narrateurs. On en reparlera évidemment après, puisque c'est un procédé plutôt rare en littérature. Mais pour le coup, j'aimerais que tu nous parles de cette colère, de cette gronde des agriculteurs qui a fait que ce livre existe aussi. Alors, oui, enfin, c'est pas la colère des agriculteurs qui a fait que ce livre a existé, mais en tout cas, c'est un vécu, celui de ma découverte du monde agricole. À 16 ans, j'ai fait mon premier stage qui s'appelait stage de motivation. C'est un stage qu'on devait faire avant de rentrer dans l'école d'ingénieurs qui m'accueillait. Et c'était une découverte du monde agricole pour tous les élèves, les futurs élèves ingénieurs qui n'étaient pas issus de ce monde-là. Et on nous demandait de faire un stage dans une exploitation de polyculture élevage. Donc très naturellement, j'ai été dans une exploitation qui faisait de l'élevage laitier en Mayenne. Et là, j'ai découvert quelque chose que je ne soupçonnais pas, malgré le fait que j'ai passé petite des vacances dans les fermes de certains oncles et tantes du côté de ma mère. Mais je n'avais pas pris conscience de la singularité de ce mode de vie qui fait que les agriculteurs sont à la fois des entrepreneurs, donc à la fois avec sur les épaules des responsabilités très importantes, mais aussi des savoir-faire très très variés, parce que un agriculteur, il est à la fois spécialiste de toutes les disciplines animales, végétales qu'il doit exercer sur son exploitation, mais il doit aussi avoir des compétences en gestion, en comptabilité, en, en médecine vétérinaire, enfin plein de domaines, malherbologie. La science des insectes également, l'entomologie, un terme pas très connu, c'est pour ça que je le précise. Et, et en fait, tout ça pour un revenu ridicule pour la plupart des agriculteurs, parce qu'il y a les grands céréaliers, les grands éleveurs porcins qui gagnent très bien leur vie, mais à peu près toutes les autres spécialités de l'agriculture, on est sur des revenus très faibles, voire certains agriculteurs mettent l'intégralité de leurs revenus en réinvestissement ou en remboursement des prêts ou de leurs dettes et peinent à se payer et très souvent comptent sur un deuxième revenu extérieur à l'exploitation pour arriver à survivre. Donc cette réalité-là, je voulais, en tant que réalité qui pèse sur des familles, parce que c'est quasiment toujours des familles qui exploitent les fermes. Maintenant, on arrive de plus en plus à des organisations différentes, à des associations qui associent pas forcément le mari et la femme, mais très souvent, c'est encore la famille qui exploite l'exploitation agricole. Et donc, ça influe énormément sur la dynamique de couple, sur la dynamique familiale, et j'avais vraiment envie de parler de ça à travers le regard des animaux, mais ça, c'est encore une autre histoire. C'est une réflexion qui est venue beaucoup plus tardivement dans la genèse du livre. De cette exploitation agricole qui est gérée par un homme, sa femme et leurs deux garçons. Alors, elle n'est pas gérée par les deux garçons, bien entendu, mais il y a cette Mais on répétition compte sur eux. et on compte sur eux, c'est ça, c'est ça, c'est l'hérédité qui va parler. Il y a cette répétition inaltérable des tâches, cette difficulté évidemment économique, et puis ces normes sanitaires qu'on doit respecter continuellement, cette chape de plomb qui pèse sur les agriculteurs, clairement, c'est quelque chose qui compte dans ce livre-là parce que sous le regard des animaux, on voit à quel point finalement les animaux voient un petit peu mieux. Et c'est peut-être là où en vient ma question. Est-ce que tu considères aussi que les animaux finalement ont une acuité plus forte que ceux qui y sont tout simplement empêtrés dans la situation dans laquelle ils sont? Ils ont un recul sur la situation alors que les humains sont plongés dedans. Donc on sait que quand on est plongé dans une épreuve, on n'a pas forcément la meilleure objectivité ou le meilleur point de vue sur cette épreuve. On voit mieux les choses une fois que l'épreuve est passée, en général, voire quand elle est passée depuis longtemps. Et en fait, le point de vue animal, il me donnait il me permettait d'atteindre deux objectifs que sinon je pense que je n'aurais pas atteints. C'est d'une part d'être vraiment dans le show don't tell, c'est-à-dire d'être vraiment dans la représentation de ce qui se passe pour les humains sans explication, juste par le comportement
essentiellement non-verbales, puisque les animaux entendent certes les paroles des humains, mais ils n'ont pas forcément accès à leur signification. Donc, même si le lecteur, lui, a accès à leur signification, il y a forcément des choses qui échappent aux animaux. Et sur le plan du sens de ce que vivent les humains, finalement, on s'aperçoit, en tout cas dans le roman, et c'était ce que je voulais donner à voir, qu'il y a beaucoup plus de connexion entre ce que vivent les animaux et ce que vivent les humains que l'on veut bien le croire quand on pense que les animaux sont extrêmement différents. C'est ça aussi que je voulais donner à voir, donner à entendre, donner à sentir surtout. De cette écriture de chair, de sens, d'effluve, et je dirais même de fluide, finalement. Ce roman, il aurait peut-être pu s'appeler Les Fluides, parce qu'il y a beaucoup de salive dans ce roman, il y a beaucoup de mastication, il y a beaucoup de liquide, de fluide. Cette question-là, comment tu l'as résolue finalement à travers le vocabulaire, à travers la manière d'écrire, qui n'avait finalement rien à voir avec La poupée qui fait oui. On a l'impression de voir quasiment deux autrices différentes, ou presque, dans le côté linguistique. Au-delà du fait que les animaux sont les narrateurs, je le répète une fois de plus, ça va au-delà de ça. On a l'impression que la linguistique que tu as travaillée à travers ces différentes voix, euh, elle est quand même beaucoup plus imagée, plus fluide, plus souple. On a l'impression que tu as été une sorte de caméléon pour te glisser à l'intérieur de ces personnages-là, de ces animaux. Je ne sais pas si on peut les appeler personnages, animaux, un personnage, peu importe, mais finalement, comment tu as travaillé la matière textuelle, la matière littéraire? Tu pouvais pas me faire plus plaisir en me disant ça, en fait, Anthony, parce que j'avais vraiment envie de me renouveler, j'avais vraiment envie de surprendre avec ce roman. Donc, a priori, j'espère que c'est chose réussie. En tout cas, le défi de se dire je vais écrire avec des narrateurs animaux, au début, je l'ai effectivement vécu comme un défi, mais pas comme une prouesse. C'est-à-dire, comme l'a dit récemment Nancy Houston à propos du fait d'écrire à la place de différents personnages, moi, je suis convaincue qu'être écrivain, c'est être trans, pas forcément que transgenre, mais ça peut être aussi transespèce. C'est-à-dire, je suis pas la première écrivaine à écrire avec des personnages ou des narrateurs animaux. C'est vrai que ça court pas les rues, mais il y a quand même un certain nombre d'auteurs qui m'ont précédé. Et, euh, et c'était un défi qui m'a obligée à travailler sur la langue, comme tu l'as souligné. Et j'ai travaillé à la fois sur la sensitivité, les sensations de chaque animal. Donc, je me suis documentée sur la manière dont chaque animal percevait son environnement. Donc on a des petites ou des grosses différences d'une espèce à l'autre. Alors évidemment, les deux espèces les plus évidentes étaient pour moi les chiens et les chats, puisque j'ai eu les deux à la maison. Et donc, l'observation m'a permis tout simplement de déduire déjà un certain nombre de choses ou de plaquer un certain nombre de comportements que j'avais vus de mes yeux dans le roman. Pour les vaches et pour les pies, c'était un petit peu plus compliqué. Il a fallu me documenter plus en profondeur, même si j'avais déjà été sur des exploitations laitières. Je n'avais pas passé non plus 100% de ma vie avec les vaches. Je dormais dans la maison quand même. Et donc, il a fallu me documenter un petit peu. Et c'est cette sensibilité qui m'a tout d'abord guidée pour que dans la bouche de chaque narrateur, on ait vraiment quelque chose qui dépende des sens de cet animal-là. Alors, j'ai fait quelques clins d'œil. Par exemple, mon chat est un animal plutôt intelligent, plutôt cultivé et qui arrive à savoir beaucoup plus de choses sur l'humain, pas seulement parce qu'il a accès à des pièces où les autres animaux ne vont pas, mais aussi parce que j'ai décidé que c'était un animal avec une intelligence particulièrement proche de l'intelligence humaine. Mais ça, c'est des poncifs qu'on retrouve un petit peu chez Marcel Aimé, chez Johann Sfar, enfin, dans d'autres œuvres, hein, ce chat un petit peu omniscient et un peu sage. Euh, Autre chose qui m'a guidée, c'est les sons. C'est tout ce qui est allitératif, notamment on va le trouver pour la vache et pour la pie.
Enfin, on le trouve. J'espère qu'on le trouve. En tout cas, moi, je l'y ai mis. Et, et aussi un petit peu cette immédiateté de la sensation, en particulier chez la chienne, avec des phrases courtes, avec des sensations extrêmement présentes. Voilà. Donc, euh, si je devais le dire de manière beaucoup plus courte que ce que je viens de faire, j'essaie de m'adapter à chaque narrateur, à chaque animal pour le faire entendre et qu'on entende par sa voix. Extrêmement fort. Justement, je m'interrogeais sur les matériaux que tu avais utilisés. Est-ce que tu as utilisé des données scientifiques sur chaque animal pour justement... alors, personne ne s'est véritablement incarné en vache, en pie, en chien et en chat. Et pourtant, on a quand même des données, on a quand même des éléments qui permettent de savoir. Mais est-ce que véritablement on, on laisse place à l'imaginaire total? Est-ce que la science permet de développer l'imaginaire d'un écrivain ou pas? Est-ce que ça t'a parlé? Est-ce que ça t'a évoqué une donnée scientifique? Tu fais partie du domaine scientifique aussi, donc tu connais la difficulté entre lier les deux. Et finalement, qu'est-ce que une donnée, une statistique, une évocation scientifique te donne comme image finalement en littérature quand tu écris? Elle va me permettre, c'est pas une donnée scientifique, c'est plutôt un ensemble, un tableau de données scientifiques, parce qu'en fait, les recherches, je les ai commencées avant de commencer à écrire, et puis je les ai poursuivies au fur et à mesure de l'écriture. Par exemple, au début du roman, je savais pas qu'il y aurait une pie. Donc, j'ai commencé à me documenter sur les pies au fur et à mesure où cette idée s'est fait jour. Euh, et par exemple, quand j'ai découvert que l'odorat d'une vache peut être au moins aussi développé que l'odorat d'un chien, ça m'a vraiment ouvert des portes auxquelles je ne pensais pas sur le plan de la narration par la vache. Le champ de vision, euh, ça m'a ouvert des choses très très précises. Les couleurs vues par chacun des animaux, même si je n'y fais pas allusion, ça m'a permis de plus développer certains aspects de la vision nocturne ou diurne, ou de mettre l'accent sur certains points vus par les animaux, que ce soit le mouvement ou la couleur. Euh, pour faire entendre leur voix. Et j'avais pas forcément envie que ça apparaisse en tant que tel, avec une note scientifique de bas de page disant j'ai créé ça parce qu'il y a eu une observation là-dessus. Mais ça a formé un tableau global, comme un tableau impressionniste, où je me suis coulée pour ensuite écrire à la place d'eux. Et voilà, c'est la meilleure image que je pourrais donner. Donc ça, c'est sur le plan des données vraiment scientifiques chiffrées, on va dire. Et puis, il y a aussi toutes les données d'observation comportementale qui sont quelquefois très, très amusantes, très surprenantes, moi qui m'ont surprise. L'histoire de la vache qui cache un veau sur les deux jumeaux qu'elle a eus, ça, c'est quelque chose qui a existé, que j'ai lu sur un blog d'agriculteurs. L'histoire de l'enterrement de la pie. C'est quelque chose que j'ai lu sur un blog d'ornithologiste qui a été observé par plusieurs ornithologistes. Alors, ça arrive pas non plus tous les 4 matins, mais il y a des anecdotes dans le livre qui viennent directement de ces blogs d'observateurs. Et j'ai trouvé ça fantastique d'avoir accès à ces mines d'informations. Je m'en suis allègrement servi. Animal au-delà du terrestre, finalement. Est-ce que c'est Agnès de Clerville qui se cache un peu derrière cette pie, comment dire, en personnage totalement omniscient, qui prend de la hauteur, qui voit les choses d'en haut, finalement? Est-ce qu'il y a tu as dit, tu viens de dire à l'instant que tu ne pensais pas qu'il y allait avoir une pie dans ce roman-là. Est-ce qu'il y a quelque chose de toi, en tout cas le regard de l'écrivain derrière cet animal? Alors, je pense pas être plus derrière la pie que derrière les 3 autres narrateurs, très honnêtement. La pie, elle est venue au départ pour faire un clin d'œil à la vache pie noire. Et puis, je me suis vite aperçue de l'intérêt d'avoir un oiseau pour. C'est peut-être le plus proche du narrateur omniscient, mais je trouve que le chat se pose là pas mal aussi, le narrateur omniscient. Il a quand même accès à pas mal de choses avec son don d'observation. Non, je dirais pas que c'est Agnès de Clermont. Je dirais que c'est un narrateur, certes assez différent des autres. C'est le seul non-mammifère, c'est le seul oiseau.
Les corvidés sont des animaux extrêmement intelligents qui nous surprennent chaque jour. Ils nous ont surpris depuis la nuit des temps par leur capacité d'apprentissage, mais ils nous surprennent aussi par leur capacité d'intelligence, même en termes d'interaction avec d'autres animaux sauvages, dans le domaine sauvage, donc sans passer par l'humain. Ils sont capables d'interagir. J'ai vu il n'y a pas très longtemps une vidéo d'une pie qui aidait un jeune hérisson à traverser une route pour pas qu'il se fasse écraser. Alors, pour pas qu'il se fasse écraser, ça, c'est notre regard humain qui met une raison derrière. C'est peut-être un petit peu trop anthropomorphique. Mais en tout cas, pourquoi cette fille a fait traverser cette route à ce hérisson? Allez savoir. Ça m'a vraiment intriguée. Donc, c'est les deux animaux, je pense, le chat et la pie, qui sont les plus proches du narrateur omniscient. Mais je ne vais pas pour autant dire que Agnès de Clerville se cache derrière. D'ailleurs, Agnès de Clerville se cache-t-elle? Une question, c'est une question. Et je pense qu'elle se cache plus qu'on ne le pense, moi. C'est possible, mais il faut lire chaque roman et puis en apprendre un peu plus à chaque fois. D'ailleurs, dans les deux romans, il y a un avertissement. Tu aimes, je pense, jouer aussi avec les avertissements au début des livres. Mm. Celui-ci est plutôt drôle puisqu'il dit: les faits rapportés dans ce roman ne sont pas réels, même si, comme la réalité l'a démontré, ils auraient tout aussi bien pu l'être. Femmes, hommes et lieux sont imaginés. Toute ressemblance avec des bêtes ayant existé a été particulièrement difficile à produire. Et c'est vrai. Eh oui, j'imagine que c'est vrai, mais c'est pour le moins surprenant. Non, ça m'a amusé. Oui, ça m'a amusé parce que les avertissements en général sont là pour des raisons légales, pour éviter d'avoir des poursuites. Là, en l'occurrence, je me suis inspirée de certains faits divers. On ne va pas tout spoiler, mais voilà, je me suis inspirée de certains faits divers qui seraient malséants de venir me reprocher parce que c'est des faits divers qui sont malgré tout très courants et qui se passent dans tous les départements français plusieurs fois par an. Donc, on pourra y revenir après avec les Happy Few qui ont déjà lu l'intégralité du livre, si on veut faire un after. Je ne sais pas si c'est quelque chose de possible ou pas. Mais en tout cas, ça m'a plutôt amusé de pervertir cet avertissement pour en faire quelque chose d'un peu plus littéraire. Du point de vue narratif des animaux, tu étais venu notamment de Virginia Woolf. Est-ce que c'est une influence particulière euh, comment dire, pour te mettre à la place de ces animaux? Et ma deuxième question qui est sous-jacente, c'est finalement comment tu l'as vécu cette expérience d'autrice animale, on va dire ça ainsi, de te greffer dans cette peau des animaux. Est-ce que finalement tu t'es senti, entre guillemets, animal pendant l'écriture? Quand je t'ai lu, j'ai eu l'impression d'être une vache, j'ai eu l'impression d'être un chat, j'ai eu l'impression d'être une pie. Alors j'exagère un petit peu, mais pas tant que ça. Pas tant que ça parce que les chapitres se suivent et changent de point de vue et on a véritablement l'impression de se greffer dans des poils, dans des plumes, dans du tissu, dans du pelage. Raconte-nous aussi cette expérience limite bipolaire. C'est pas très loin de ça, mais je dirais que ça n'est pas propre à cette expérience-là. Dans le sens où, oui, effectivement, quand j'ai lu, alors le chat dit avec raison que toi, tu es un renard, donc forcément, tu as dû ressentir aussi des choses équivalentes. Mais Hein. il est maltraité, il a très, très mauvaise réputation auprès des agriculteurs. Ben, déjà, ils mangent leurs poules, donc ça, c'est pas très sympa. Et comme beaucoup d'espèces, mais comme la pie d'ailleurs, hein, les chats, pendant très longtemps, ont été très, très mal considérés des agriculteurs, faisaient partie des nuisibles, hein, au sens large, c'est-à-dire susceptibles de venir diminuer la récolte ou blesser des animaux. Donc, la question était, est-ce que je suis un petit peu bipolaire quand j'écris à la place des animaux, hein, c'était ça. Euh, Moi, je dirais que oui, forcément. Forcément, quand on est écrivain, on est bipolaire quand on écrit. À moins d'écrire à la première personne, à une vraie première personne qui est autobiographique, ou à moins d'écrire comme un narrateur totalement omniscient, je vois pas comment ne pas être bipolaire.
C'est une obligation. Y compris dans la poupée qui fait oui, pour chacun de mes 4 personnages, j'étais dans la peau de chacun de mes 4 personnages. Alors, c'est peut-être plus spectaculaire et plus difficile à imaginer dans le cadre de ce roman où les narrateurs sont des animaux. Mais à partir du moment euh, où je parle à la première personne pour le compte d'un narrateur qui n'est pas moi, Agnès de Clervier, je suis bipolaire. Ça, c'est évident. Et on peut revenir sur la manière dont j'ai construit cette bipolarité avec ma documentation, mais ça devient un environnement. Et j'en venais à ne pas promener gratuitement ma chienne, par exemple, à passer chaque promenade à l'observer de manière extrêmement aiguë pour venir nourrir ma narration et mon roman. Alors, il se trouve que je ne vis pas en milieu agricole, je vis en milieu urbain avec quelques parcs. Donc il fallait quand même transposer un certain nombre de choses. Mais néanmoins, voilà, j'ai déjà assisté à des chasses quand j'étais un peu plus jeune. J'ai déjà passé des vacances en milieu rural. Un de mes frères a fait, et un de mes neveux ont chacun fait le choix de devenir agriculteur alors qu'ils n'étaient pas issus, eux, de familles agricoles. Donc, c'est des vécus aussi qui viennent s'entrecroiser avec la documentation pour produire une bipolarité. Oui. C'est ton livre. J'aurais dû, oui, c'est vrai. Et ma première question étant sur Virginia Woolf, et peut-être je rajouterai l'épigraphe que tu as rajouté, Claudine Hunzinger, pardon, Les grands cerfs. Cette Oui. phrase, elle est terriblement importante aussi parce qu'elle mêle le féminin et l'animalité. Là, pour le coup, il y a quand même un grand parallèle que tu fais avec ces deux types. Et j'aimerais qu'on en parle ensuite, mais d'abord, j'aimerais que tu nous parles de Virginia Woolf et de peut-être cette phrase-là ensuite, des grands cerfs de Claudine Hunzinger. Oui, alors Virginia Woolf, enfin, tout le monde connaît ses grands ouvrages, Un lieu à soi, La promenade au phare, Mrs. Dalloway. Peu de personnes connaissent ce petit livre qu'elle a commis, un petit peu comme un exercice récréatif au début. Flush, c'est l'histoire d'un spaniel cocker, donc c'est pas très très loin de l'épagnole, de la chienne épagnole. C'est un cocker, donc c'est un peu plus petit, un chien un peu plus un chien de salon, mais néanmoins il a des instincts de chasse en lui. Et elle prend le prétexte de s'approcher au plus près. Alors, elle ne parle pas à la première personne à la place du spaniel cocker, mais elle se met vraiment à sa hauteur, comme la caméra des frères Dardenne derrière Rosetta, si vous vous souvenez de ce film. Elle se met vraiment à sa hauteur pour décrire à travers la vie de ce petit chien qui arrive dans une chambre, en fait, dans une chambre où une jeune fille à la santé fragile euh, vit, enfin survit plus exactement, et petit à petit s'ouvre à la vie, s'ouvre à l'amour et s'ouvre aux rencontres extérieures, finit par sortir à cause de ce chien qui a été kidnappé lorsqu'il était promené par le domestique. Et c'est tout un univers qui s'ouvre à travers le chien, le mariage de cette jeune fille qui déménage, qui va en Italie. Et on découvre l'Italie à travers les yeux d'un cocker anglais qui va finir sa vie dans un petit port italien. Et j'ai trouvé ce livre merveilleux, alors qu'il était censé être une forme de récréation pour Virginia Woolf. J'ai trouvé que se déployait vraiment son talent de parler des grandes choses à travers des petites choses. Et je l'ai trouvé merveilleux. Et je me suis dit, mais finalement, ce regard animal, c'est une merveilleuse manière de parler des grands thèmes humains à travers des petits détails qui sont à hauteur de truffe, à hauteur d'oreille, et que les animaux ne ratent pas. Eux ne ratent pas la mollesse, la température de la main de leur maîtresse lorsqu'elle les caresse. Ils ne ratent pas les odeurs et les attitudes non verbales qu'ont les visiteurs lorsqu'ils viennent voir cette jeune maîtresse. Et j'ai trouvé ça fantastique. Toujours avec une très grande économie de moyens, comme on le connaît chez Virginia Woolf, qui est, comme tu le sais, une de mes autrices fétiches et préférées. Alors, je cite l'épigraphe des grands cerfs. Je découvrais, étonné, à quel bord j'appartenais, à celui des proies, étrangeté, amplifiée par le genre qui m'incarnait, comme si depuis toujours le féminin et l'animal allaient ensemble, passionnément, dans le même qui-vive.
cette phrase, elle est terriblement à propos pour le coup pour ce roman, pour Corps de ferme. C'est vrai dès le début, on sait que ce lien double entre féminité et animal va être largement développé. Qu'est-ce qu'il y avait derrière cette intention-là pour toi? Il y avait vraiment cette intention de parler de maternité et d'animalité, euh, à la fois sur les deux plans, c'est-à-dire sur le plan de savoir qu'est-ce qui nous sépare des animaux. À mon avis, pas grand-chose, et j'avais vraiment envie de le donner à sentir. Et puis, cette expérience de la maternité, on a tendance à la décortiquer beaucoup du point de vue culturel dans notre société. Est-ce qu'on est femme ou est-ce qu'on le devient? Est-ce que l'instinct maternel est naturel? Euh, alors, y compris chez les animaux, on a des cas hein, de rejet des petits, y compris chez les mammifères. Mais le livre nous montre plutôt autre chose, c'est-à-dire la douleur d'être séparé de son petit, l'expérience de la naissance au premier chapitre, l'expérience de l'accouchement, de la mise bas assez vite avec la chienne, avec la vache aussi, puisque chacune devient mère assez tôt dans sa vie. Et ça va nous renvoyer à un certain vécu chez la femme qui, elle, on le sait dès le début, puisque le deuxième enfant arrive dès le début dans l'histoire, a une problématique liée à son lien avec son deuxième enfant. Elle a beaucoup de mal à établir ce lien et à être une vraie mère pour lui. Et ça, les animaux le sentent tout de suite. Ils s'en aperçoivent tout de suite et ils s'en font l'écho à travers leurs expériences. Et voilà, moi j'avais envie qu'on vive ces maternités et ces problématiques liées à la maternité de cette femme aussi par le biais des animaux femelles qui l'entourent et par ce regard des animaux femelles sur elle. Elle est extrêmement forte. Elle est comment dire, sans aucune limite finalement, et tout le livre est ainsi. Tu ne fixes aucune limite à ton écriture, aux odeurs, aux choses qui peuvent être parfois difficiles à écrire, difficiles à lire. Le roman, il est extrêmement, alors, je ne sais pas si on peut dire dur. Il est en tout cas, il est ce qu'est la vie dans une ferme finalement, mais comment tu as travaillé la matière violente? Parce que c'est aussi un roman sur la violence féminine, sur la violence en tant que telle, aussi au cœur même du lien entre les hommes et les animaux. Mais ce qui m'intéresse, c'est de savoir si dans ton esprit, il n'y a aucune limite, notamment en termes de vocabulaire. Il y a des scènes qui peuvent paraître difficiles à lire. On peut entendre, pas pour moi en tout cas, mais j'imagine que pour certains lecteurs, ça peut être difficile à lire. Est-ce que tu t'es posé la question? Est-ce que tu t'es posé la question d'une limite ou en tout cas de d'édulcorer un petit peu le roman, ce que tu n'as pas fait? Et ça, c'est un choix fort et un choix que j'aime particulièrement. J'aime quand les choses sont dites, que ce soit de manière crue, que ce soit de manière sale. Euh, il n'y a aucune limite dans ton écriture et je trouve que ça, c'est un choix extrêmement fort et voire courageux. Alors, moi, je n'ai pas le sentiment d'avoir rajouté de la violence à ce qui existe, en fait. Et mon choix, finalement, serait celui du photographe, parce que j'ai été photographe avant, c'est de montrer les choses qu'on voit. Et dans une ferme, il y a la vie, il y a la naissance, il y a la mort, il y a la merde, il y a... Toutes ces choses existent. On y fait face tous les jours, mais vraiment tous les jours. On a les bottes dedans. Lorsqu'on a un village, euh, j'ai pas montré l'intégralité du village, mais on tire sur le veau avec un treuil, très souvent, pour réussir à faire sortir le veau, parce que la vache, avec les sélections génération après génération, il y a de plus en plus de vaches qui peinent à mettre bas sans aide extérieure. Et je dirais même que je sais pas, il y a Octave qui est là, qui est agriculteur, alors il n'est pas éleveur, mais euh, je pense pas avoir été aussi loin que j'aurais pu aller en termes de complications, de violence, de crudité, sur tout ce qui peut se passer sur une exploitation. Je sais pas qu'est-ce que tu en penses, Octave.
Non, non, franchement, j'ai vu des choses terribles et dramatiques. Moi, je suis maraîcher, donc je suis quand même loin de l'exploitation, mais quand j'étais jeune, tous mes copains, c'était des agriculteurs, donc j'ai vécu dans les ballots de paille et aux côtés des vaches et des veaux, et j'ai vu des choses très dures et très violentes, et pourtant à une petite échelle. Donc, non, non, moi, je pense que tu as utilisé la violence vraie et les choses vraies, et tu n'as rien à rajouter pour rajouter, tu as juste raconté ce qui était vrai. Moi, j'ai vraiment retrouvé des émotions et des choses que j'avais vécues parce que justement, tu étais très proche de la réalité sans exagération et sans rajouter pour en rajouter. Non, moi, j'ai trouvé ça vraiment très touchant et très prenant. D'ailleurs, comme j'ai beaucoup d'animaux ici, une fois que j'ai eu terminé ton livre, je l'ai regardé un peu différemment en essayant de me demander ce qu'il pensait vraiment de nous, même sans ce côté violent, mais de se dire à quoi ils pensent, quoi. Quand ils sont en train de nous regarder, on se regarde et qu'est-ce qui se passe dans leur tête. Et je pense que la façon dont tu l'as évoqué, même si c'était pour parler de l'humain, ça parlait autant des animaux que de l'humain et ça a soulevé beaucoup de belles choses pour moi. Merci beaucoup. Merci. C'est le plus beau retour que tu pouvais avoir de la part. Voilà, c'est clair. Je suis vraiment très flattée de ce retour. Et c'est vrai que dans les chroniques que j'ai pu voir passer ou dans certains articles, il est fait mention de cette dureté, de cette crudité, mais j'ai pas lu Et je parle qu'il y en avait trop, en fait. Donc, je sais pas si j'ai trouvé le bon niveau, mais en tout cas, j'ai eu le sentiment de mettre ce que j'avais vu et ce qui se passe, sans essayer d'en mettre plus, ni d'exagérer, ni d'édulcorer. Je pense qu'il y a peut-être un fossé entre le monde rural et urbain. Et c'est peut-être de là que viennent ce choc, peut-être. C'est peut-être un livre choc sur le sens où on voit véritablement tout ce qui est fait dans une ferme, ce qu'on édulcore la plupart du temps dans tous les médias. Là, pour le coup, c'est C'est peut-être ça vrai, la réalité. C'est ce côté qui est vrai, ce côté naturel d'une ferme, qui pour n'importe quel urbain peut paraître dur. Et je pense que c'est cette dichotomie entre ces deux mondes qui sont en train de se creuser, et l'écart entre les deux est en train de se creuser de plus en plus, j'ai l'impression aussi. Et c'est peut-être pour ça que tu as eu ce genre de retour-là sur la violence, ou en tout cas sur sur la crudité des mots. C'est tu as possible. tout à fait raison, parce que c'est pas seulement par rapport à ce qui arrive dans une ferme ou ce qui arrive dans un abattoir et qu'on se refuse à voir, même si on consomme de la viande ou même si voilà, on se pose pas forcément la question de tout ce qui peut se passer dans une ferme d'élevage ou même enfin, de manière plus large à la campagne, mais aussi dans notre rapport aux animaux. Les animaux qui sont en milieu urbain sont principalement des animaux domestiques, dans le sens où ce sont des animaux qui ont accès à, euh, à nos appartements, à nos chambres, nos salons, et à qui on demande une unique prestation qui est une prestation affective, en fait. Et c'est très loin de ce que je peux décrire par rapport à une ferme traditionnelle. Oui, on est loin du salon de l'agriculture, ça c'est vrai. Mais, et encore, dans le salon de l'agriculture, les animaux sont présentés dans un certain décor, et donc ils ne sont pas exactement dans l'état ou dans le contexte où ils sont sur une ferme. Comme le dit le père à différents moments dans le roman, un animal, il est là pour servir. Si un animal ne sert plus, c'est soit qu'il est malade, soit qu'il est mourant, soit qu'il a rien à faire sur la ferme. Euh, donc c'est pas bien ou mal, c'est comme ça. Et on le voit aussi avec certaines races de chiens qui sont des chiens de travail. On voit que ce sont des chiens qui sont particulièrement heureux quand ils servent à quelque chose, quand ils apprennent quelque chose, qui peut être quelque chose de pas utile, hein, qui peut être de la gymnastique canine, mais ils aiment faire quelque chose pour leur maître. Ça, c'est manifeste. Je crois que c'est présent chez beaucoup de races de chiens. Pour ceux qui ont des chiens,
pouvez peut-être vous poser la question aussi. On voit aussi cette différence entre, tu parlais d'animaux à fonction affective, les autres sont à fonction productive. Finalement, il y a vraiment cette grande différence à travers leur regard face aux hommes, mais aussi le regard qu'ont les hommes face à ces animaux. On sent une différence de traitement, on sent de l'injustice finalement. On sent que ces animaux, enfin, je ne sais pas si on peut parler d'injustice. On sent que ces animaux ont un regard sur le comportement de l'homme qui qui peut parfois se rebeller, mais parfois juste accepter les choses. À un moment donné, bon, le veau n'a pas tellement le choix de se faire écorner ou pas, puisque de toute façon, il est bloqué. Mais une fois la douleur oubliée, il ne va pas spécialement en vouloir à l'agriculteur, à l'éleveur de l'avoir écorné. Il a une douleur sur le moment, mais il ne va pas spécialement lui en vouloir. Par contre, effectivement, après X mise bas, la vache va être tentée de cacher un veau parce qu'elle sait qu'on va lui prendre. Est-ce que pour autant elle va charger l'éleveur? Je crois que les statistiques disent qu'il y a 1 ou 2 morts par an chargés par une vache, et c'est très souvent au moment où on prend les veaux. Donc ça arrive aussi, des agriculteurs qui perdent la vie dans ces conditions. Donc on peut se dire effectivement c'est un geste de révolte de la vache quand on prend son veau, et un geste de vengeance. Moi j'ai tendance à penser qu'il y a autant de variétés chez les animaux que chez les humains en termes de caractère. Bien. Alors, on va faire une photo de groupe avant que tu nous lises un premier extrait pour que vous entendiez, pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, que vous entendiez la langue d'Agnès de Clerville. 3, 2, 1. Parfait, c'est bon. À toi, Agnès. Merci. Alors, je sors mes petites lunettes. C'est un passage qui est plutôt au début, où on va avoir une vision sur le troupeau de vaches à travers la chienne. Je marche dans le pré, à côté du maître. La terre suce ses bottes massives à chaque pas, les herbes écrasées dans chaque trace. Mes pattes s'enfoncent, la fraîcheur de la glaise et du trèfle sous mes coussinets. Cette odeur de trou, de lapin et de taupinière. Je jappe. Maître, s'il te plaît, on les chasse? C'est pas le moment, au pied la chienne. Sa cigarette maïs fume, coincée entre les dents. Pas possible de sentir le gibier avec cette puanteur. Ma truffe palpite. Le long du bois, je renifle un effluve de renard, comme hier, près du poulailler. Mon maître a trop à penser. La maîtresse, devenue pleine, a disparu. Il ne peut pas veiller à tout. C'est moi qui monterai la garde au poulailler, comme je monte la garde et j'aboie sur la voiture du facteur chaque jour. Sur le chemin, précéder le maître, humer toutes les odeurs avant lui et sa fumée jaune, galoper partout, me couvrir de rosée dans les herbes hautes. Conduire le troupeau, comme tous les matins. Les vaches énormes, leurs sabots, rester bien derrière le maître. Voir soudain s'envoler une perdrix qui se réfugie dans la haie. Dans le pré, redevenir un chiot, comme la première fois, porter dans ses bras, gémir, ses larmes de rire dans ses yeux bleus, délavés comme son pantalon. Les grosses vaches ruminent, leur ventre parcouru de ballons. De la vapeur monte de leurs naseaux. Elles mâchent, mâchent et remâchent encore, comme si elles ne voyaient pas l'autre, celle qui mugit au fond du pré, qui galope vers le maître. Les vaches maigres tournicotent autour de nous. Mais celle-là, le maître est planté sur ses 2 jambes. Il la laisse venir. Elle est presque blanche, hors d'elle. Elle va lui foncer dessus. Elle va l'écraser. Je détale en hurlant. Le maître n'a pas un œil pour moi. Il campe à sa place, accueille le front de la vache, met la main sous son mufle. Sa voix basse murmure. Allez, va, allez. Il donne des tapes sur son encolure. Elle fume presque autant que lui. Mugit contre lui, sans s'arrêter. Elle sent la viande fraîche. Je la contourne prudemment. L'odeur de sa vulve rose me prend. Il en pend une cascade de viscères fumants.
Mes narines frémissent. La salive inonde ma gueule. Elle projette son sabot à ça de mon crâne. Un bond en arrière, vite, derrière les bottes du maître. Il flatte le chanfrein du monstre. La vache meugle plus bas, comme une plainte qui déchire le ventre, qui fait presque oublier le parfum de ses organes. Le maître observe le troupeau, les grosses vaches près de la haie, serrées, compactes, fortes. Il a un élan vers elles. Mais que faire de celle qu'il tient contre lui? Va-t-elle à nouveau entrer en folie, meugler sa douleur, comme elle le fait depuis 2 jours et 2 nuits, depuis que le maître a amené son veau à la petite étable? Un veau sorti tout jaune, un veau devenu blanc éclatant une fois léché, un veau maigre, tremblant, jeté contre les autres. Eux, tous pis ou presque noirs, dans le box chaud, dans la paille fraîche, une tache de lumière dans l'ombre. Quand on prend leur veau, les vaches chargent, même si elles n'ont plus de cornes. Elles courent comme des génisses, sans la joie. Leur plainte envahit l'air froid, traverse les prés, frappe les carreaux de la ferme, s'insinue dans les oreilles. Elle devient un bourdonnement qui empêche de penser à autre chose qu'à cette mère qui appelle son veau. Et puis finalement, on l'oublie, comme le grognement des cochons au fond de la cour, comme le ronronnement du chat au sommet de l'armoire, comme celui du réfrigérateur ou du lave-linge. Un bourdonnement permanent. Je n'aimerais pas ça qu'on me prenne mes petits. Yes. Alors, il y a une question d'Aurélie. Est-ce que les veaux sont vraiment enlevés à leur mère immédiatement après leur naissance, après la naissance? Alors en général, on leur laisse téter le colostrum, qui est le premier lait, qui a une composition bien particulière. Il n'est pas consommable par les hommes. Donc, et il contient également beaucoup d'anticorps qui sont très bons pour le veau. Donc, soit on laisse téter le veau avec le risque que le veau soit ensuite plus compliqué à retirer à sa mère, ça va renforcer l'attachement. Soit on enlève le veau le plus rapidement possible. On traite la vache en salle de traite en gardant son colostrum à part et on va donner le colostrum de la vache au veau de cette vache-là. Voilà, les 2 solutions sont possibles. J'ai eu ce sentiment-là aussi qu'il y avait peut-être un parallèle avec les mères porteuses, où on arrache finalement les enfants. Alors on les arrache, oui et non, parce que ça peut être volontaire évidemment, mais il y a ce côté arrachement, arrachement de son propre enfant. Est-ce que tu y as pensé ou pas du tout? Est-ce que c'est quelque chose que seul moi ai vu et peut-être que je me trompe sur toute la ligne, mais j'ai senti ça, j'ai senti cette similarité entre 2 maternités. Je n'y ai pas pensé, mais c'est très juste et ça fait partie pour moi un petit peu des ricochets qui sont produits par cette animalité commune. C'est-à-dire que dans le processus de GPA, on a effectivement une communication qui est non verbale, hein, qui peut être verbale, mais qui est surtout non verbale entre la mère porteuse et l'enfant qu'elle porte, même si ça n'est pas génétiquement son enfant. Et en fait, le processus de GPA fait l'impasse sur cette relation. C'est une bonne réflexion que je ne m'étais pas faite au moment de l'écriture. Et c'est vrai qu'à chaque rencontre, j'ai des questions qui me forcent à creuser plus avant dans ces thèmes, et notamment dans le thème de notre animalité, notamment sur cette maternité. Et je te remercie d'avoir posé. Je t'en prie. J'aimerais qu'on revienne tout à l'heure. On a parlé, tu as évoqué le mot anthropomorphisme. Pour le coup, ça n'en est pas. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que on a l'impression, alors évidemment, le clin d'œil à la ferme des animaux de George Orwell, beaucoup l'ont vu, bien entendu, mais on a l'impression que finalement, c'est un prémisse. Est-ce que ça aurait pu, est-ce que le clin d'œil est là finalement? Est-ce que cette position-là, cette posture-là aurait pu être avant la révolte des animaux? Est-ce que on a l'impression aussi que il y a quelque chose qui germe dans ce récit-là, dans ce roman. Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a une révolte qu'on sent poindre par certains moments, par certains aspects. On sent poindre. Est-ce que ton roman, il n'est pas philosophique, mais pour le coup, il nous fait quand même réfléchir à beaucoup de choses
de sujets sociétaux, que ce soit à travers les hommes ou à travers les animaux, parce que Octave l'a dit tout à l'heure, c'est vrai que on a les deux regards finalement, et c'est ça qui est intéressant. Les animaux nous regardent et nous regardons les animaux finalement avec un regard totalement différent. Mais pour le coup, qu'est-ce qu'il y avait derrière cette volonté de ne pas justement faire de l'anthropomorphisme? Je voulais vraiment qu'on se sente à la place de l'animal. Et si l'animal avait été un tant soit peu un équivalent d'humain ou un humain déguisé, je pense que ça n'aurait pas été possible. C'est là où on rejoint un petit peu Claudie Hunzinger, je trouve, dans le parallèle qui est fait avec cette prise de conscience qu'on est devant un monde qui est en train de disparaître. Donc moi, je montre un monde avec un élevage semi-industriel. Elle montre un monde sauvage. On est devant deux portions du monde vivant, du monde animal, qui sont en train d'évoluer et de disparaître. Et on va forcément se poser la question à un moment donné de qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que l'humain va réaliser certaines choses? Est-ce que les animaux vont se rebeller d'une manière ou d'une autre? Ça peut ne pas être les mammifères, hein, comme George Orwell l'a prévu dans son essai, enfin dans son roman. Mais ça peut être les micro-organismes, ça peut être les bactéries, ça peut être les champignons. Ce sont des organismes extrêmement adaptables, beaucoup plus que nous, et il se pourrait très bien qu'ils prennent leur revanche un jour ou l'autre. C'est pas exclu. Aurélie, c'est à toi. Le son. Bonjour tout le monde. En fait, je reviens sur le changement de regard parce que sur les animaux qui a été évoqué tout à l'heure Agnès et puis par Octave aussi, je crois. Et en fait, moi, ça m'a beaucoup fait penser à Anima de Wajim ou voilà. Bah, pardon pour où effectivement ça change la perspective de voir. Enfin, moi, j'ai plus peur des araignées depuis que j'ai lu Anima, donc et j'ai plus peur Bah des ouais. vaches du coup non plus. Mais est-ce que tu l'as lu? En fait, c'est un peu brouillon, c'est un peu enrhumé comme question, excuse-moi, mais euh, parce que moi, j'ai vraiment retrouvé cette atmosphère et pas d'anthropomorphisme, mais vraiment la- l'évolution des hommes, et, enfin, et en l'occurrence, l'évolution d'une famille dans ton roman et l'évolution d'un homme dans son enquête chez Wadji. Euh, voilà, bref, tu as compris ma question, je pense. Tout à fait. Merci beaucoup, Aurélie. Alors oui, j'ai lu son livre. Je l'ai lu alors que j'avais déjà quasiment terminé le premier jet. Et je l'ai plutôt lu par curiosité parce que c'est vrai qu'on m'avait signalé ce livre et que j'avais pas encore lu cet auteur. Je l'ai trouvé vraiment intéressant et rétrospectivement, euh, je- pour ceux qui l'ont lu, ceux qui l'ont pas lu, évidemment, ça ne leur dira rien. Pour ceux qui l'ont lu, j'ai été particulièrement inspirée par le passage avec les chevaux dans le camion de transport de chevaux, parce qu'il se trouve qu'à un moment donné, il y a aussi un camion qui transporte des vaches dans mon roman. Et dans ce camion qui transporte des chevaux, il y a un homme qui est coincé, en fait, qui voyage incognito de cette manière-là, et qui, à un moment donné, se trouve coincé entre les corps des chevaux. Et cette animalité, à ce moment-là, on la sent vraiment. Et j'ai trouvé ça très fort. Après, il y a beaucoup de violence dans ce roman qui m'ont, moi, mis à mal. Donc, c'est un autre sujet. Mais j'ai été très admirative de l'exercice, oui. Et notamment ce passage-là qui m'a vraiment impressionnée. Est-ce- Oh, je vais laisser Est-ce Stéphanie. que ça répond à ta question, Elie? Stéphanie, ah là là. Stéphanie, à toi. Bonsoir à tous et bonsoir Agnès. Donc moi j'ai fini ton roman et j'ai beaucoup aimé, même si je l'ai trouvé tellement différent du premier, mais c'était vraiment une belle surprise. Et ce qui m'intéressait, bien sûr, alors on parlait de l'anthropomorphisme, mais ce qui m'intéressait, c'est la façon dont tu as écrit, justement pour éviter l'anthropomorphisme et pour essayer de se mettre vraiment à la place des animaux. Quand tu as commencé à écrire,
Est-ce que tu étais satisfaite tout de suite de cette voie que tu as trouvée peut-être en tâtonnant ou bien où est-ce que ça s'est imposé immédiatement? Voilà, comment tu as travaillé pour être au plus près finalement de l'animal par des phrases courtes, tu le disais tout à l'heure, mais comment tu as trouvé la voix des différents animaux? Alors, la difficulté en plus, c'est que j'ai vraiment écrit le roman dans l'ordre, c'est-à-dire, bon, à part le cœur des porcs je dirais que le premier cœur des porcs a été rajouté après coup. C'est pas le cas du deuxième et du troisième. Donc, j'ai commencé directement par la scène de la naissance du veau. Et écrire directement une telle scène, je dois te dire que ça n'a pas été évident, mais néanmoins, elle est assez proche de mon premier jet parce que c'est peut-être la mise en condition qui était bonne, qui m'a permis d'écrire assez rapidement ce que je voulais écrire. En tout cas, j'étais déjà dans une ambiance qui faisait que je cherchais vraiment quel mot pouvait avoir un veau qui ne connaît rien du monde, qui n'a pas de mots, d'une part parce que c'est un veau, et d'autre part parce qu'il ne connaît rien du monde. Et ça m'a vraiment fait chercher des ressources au plus profond de moi-même. Ça m'a peut-être envoyé à ma propre naissance, qui sait. En tout cas, j'ai cherché comment on pouvait s'exprimer sans mots et j'ai essayé de mettre des mots là-dessus. Donc c'était un peu particulier. Après, pour les autres passages, j'avais un petit peu trouvé déjà comment je voulais faire parler les différents animaux, donc c'était un peu plus évident. Mais commencer d'entrer par cette expérience de la naissance du veau, ça a été une grande expérience, effectivement. Bah, c'est réussi, en tout cas. Merci beaucoup. Les cœurs, je crois qu'il n'y en a que trois dans le livre, les Oui. porcelets, les truies et les porcs. Justement, est-ce qu'il y a une histoire derrière ces trois passages, ces trois incantations, ces trois poésies finalement? C'est plutôt surprenant là aussi. Est-ce qu'il y a une histoire derrière ça? Tu disais que le premier avait été écrit en amont et ensuite c'est venu peut-être un petit peu plus tard. Justement, qu'est-ce qui se cache derrière ces trois cœurs? Alors, j'avais envie qu'on entende les porcs et à la fois, je ne voulais pas qu'ils prennent une proportion démesurée dans le roman. Les porcs jouent un rôle très important par rapport à l'intrigue, mais ils sont vraiment circonscrits à un endroit dans la ferme et donc ils ne m'intéressaient pas sur le plan narratif parce que ils étaient waouh, magnifiques. Merci Octave, c'est superbe. Ah ouais, 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 j'adore, J'ai j'adore. rajouté, euh, j'ai rajouté un petit peu de détails de nuages, d'ombres, de cailloux, de plein de petits détails. Vu qu'il y a beaucoup de détails dans ton livre, j'ai voulu rajouter aussi un peu de détails dans ma peinture pour la mettre en avant. Merci, Ces merci, petits c'est détails magnifique. Et ça complète bien la couverture avec cette magnifique vache bleue. qui On a étaient tous très les autres animaux sur la il y tranche. avait cette vache, mais comme il manquait les autres animaux, bah, du coup, je les ai rajoutés sur la tranche. Le chat, Superbe. Merci l'épagnol, puis beaucoup. l'épi. Superbe. Oui, alors qu'est-ce que j'étais en train de dire? Je ne Est-ce que sais tu plus. peux m'aider, Anthony? Je te parlais des cœurs, oui, les cœurs, les trois cœurs. Oui, les trois cœurs. Donc en fait, le deuxième cœur, le cœur des porcs, je l'ai vraiment écrit dans le fil de mon écriture. J'avais envie à un moment donné d'avoir ce- comme un petit peu une porte entre la première partie et la deuxième partie du livre. Peut-être certains se sont aperçus que c'était un livre miroir, c'est-à-dire que les différentes parties se répondent en importance, en titre et par rapport au milieu du livre. Et j'avais envie de ce jalon, en fait, pour marquer le milieu du livre et pour faire une pause sur la narration avec un style différent. Et par la suite, quand j'ai terminé, j'ai écrit le troisième cœur, le cœur détruit, pour éclairer un petit peu la fin, qui est relativement ouverte. Et voilà, comme je suis un petit peu maniaque et mathématicienne dans l'âme, il fallait forcément rajouter un cœur au début, et j'ai rajouté le cœur des porcelets après avoir écrit le reste.
la parole à Jean-Marc, mais il y a quand même. Est-ce qu'il y a une métaphore derrière? Tu disais à l'instant qu'il fallait absolument mettre les ports. Est-ce qu'il y a aussi une métaphore, puisque c'est un mot qui est quand même utilisé depuis quelques années déjà pour notamment balance ton port. Est-ce qu'il y a cette métaphore-là derrière? Je vais chercher loin, hein, je sais. Mais c'est vrai que mine de rien, tu les voulais absolument. Il y a quand même un lien aussi avec le premier livre, avec le premier roman. J'y ai vu ça sans aucun, comment dire, sans aucune morale à l'histoire, mais est-ce que c'était un clin d'œil? J'y ai vu ça aussi. J'ai trouvé que finalement, les deux livres étaient un petit peu liés aussi par cette question-là. Alors non, pas du tout. J'y ai pas du tout pensé. Donc, encore une question à laquelle il faut que je réfléchisse pour les futures rencontres, parce que j'imagine qu'on va me la reposer. Mais non, non, c'était vraiment par rapport à l'intrigue et à l'histoire de ce roman-là que je voulais que les ports apparaissent. Très bien, très bien. Jean-Marc, c'est à toi. Oui, bonsoir à tous, bonsoir Agnès. Je voulais juste te poser une question sur l'équilibre de ton livre. Moi, je suis toujours assez sensible justement quand tu as des livres aussi riches dans leurs différentes dimensions comme celui que tu as écrit et le précédent également, sur cette question d'équilibre que j'ai vraiment trouvé bien maîtrisée entre, on pourrait dire, une dimension animale, une dimension féministe et puis une dimension sociale ou sociétale. Et notamment, c'était assez facile de tomber dans cette dimension-là que finalement tu as en toile de fond du livre, alors que la période s'y prête, et notamment tu as dû y être confronté, j'imagine, au moment de la sortie, sur toutes les conditions et justement de ce monde qui meurt dans un silence absolument affreux. Est-ce que, alors j'ai cité 3 dimensions, mais il y en a beaucoup d'autres, mais est-ce que ça a été chez toi une volonté d'essayer de maîtriser et d'équilibrer et de ne pas accentuer tel ou tel aspect, ou est-ce que ça s'est fait plutôt naturellement? J'avais envie de parler de ces 3 aspects, donc ils me sont venus un petit peu tout le temps. Je les avais un petit peu tout le temps à l'esprit. Donc l'équilibre s'est fait assez naturellement. J'ai pas tellement. C'est un livre que j'ai assez peu corrigé, contrairement à La poupée qui fait oui, qui était mon premier roman et qui était assez déséquilibré, notamment par rapport aux différentes parties de la narration. Là, c'est un livre qu'on a très peu retouché avec Marie. On a vraiment fait de l'editing de base, avec les répétitions, voilà, les fautes, etc. Mais on a assez peu retouché le reste. Et finalement, je pense que l'équilibre s'est trouvé tout seul au fur et à mesure. Merci beaucoup pour cette question. Ouais, mais quelle a été justement qui a mis des sorties finalement en plein moment pendant la crise agricole. Ouais, enfin, je dirais même pas pendant la crise agricole, pendant la prise de conscience ou la manifestation de cette crise. Est-ce qu'il t'y a été confronté dans des rencontres? Est-ce qu'à un moment donné, on a essayé de te faire réagir sur ces côtés-là ou pas du tout? Oui, on a essayé de me faire réagir, notamment lors des interviews radiophoniques. Ça a été clairement deux interviews qui se sont déroulées pendant le Salon de l'Agriculture et qui ont clairement souhaité me faire réagir dessus. Moi, à vrai dire, la crise agricole, je la vois venir depuis 30 ans. Hein. C'est aussi pour ça que je voulais faire le livre. C'est-à-dire que les raisons pour lesquelles les agriculteurs ont manifesté, ont bloqué les routes, etc., effectivement, il y avait une actualité par rapport aux élections et par rapport à certains traités. Mais en réalité, le problème de revenus et le problème de précarisation dans l'agriculture, et notamment dans l'élevage, il est présent depuis très longtemps, depuis l'instauration des quotas laitiers. Si on parle plus particulièrement d'élevage laitier, c'est une problématique qui est présente. Donc pourquoi est-ce qu'elle est ressortie à ce moment-là, je ne sais pas, mais c'est effectivement quelque chose sur lequel on a essayé de me faire réagir. Et j'ai d'ailleurs réagi en disant ce que je pensais, donc pas de souci particulier à ce niveau-là. Voilà, j'en savais assez pour ne pas être piégée. J'aimerais qu'on revienne sur le titre qui peut paraître
comment dire, différent parce qu'on lit corps de ferme, mais finalement on peut lire aussi corps de femme sans aucun problème. Il y a cette ambiguïté, cette porosité même sur le titre. Est-ce que c'est quelque chose aussi qui s'est matérialisé dans ton esprit, notamment sur, voilà, sur ce côté féminité, animalité? Il y a quelque chose qui frappe clairement. Je pense que beaucoup de lecteurs lisent corps de femme dans un premier temps pour ensuite lire corps de ferme. J'aimerais que tu nous racontes l'histoire peut-être de ce titre. Est-ce que ça a évolué aussi? Est-ce que corps de ferme a toujours été corps de ferme ou est-ce qu'il s'est appelé autrement auparavant? Il s'est appelé très très vite Corps de ferme. Je n'avais pas encore terminé d'écrire le premier jet qui s'appelait déjà Corps de ferme. C'est un titre qui m'a paru tout de suite évident à partir du moment où le jeu de mots par rapport à d'une part le bâtiment et d'autre part le corps des différents animaux et des différents humains qui sont impliqués dans cette histoire me paraissait évident. Alors le fait de confondre ou de voir un parallèle avec corps de femme, ça on me l'a dit très vite, mais je ne l'avais pas vu. Pour moi, c'était plus le mot corps qui faisait double sens que la partie ferme, femme. Mais il n'y a que toi qui... Non, 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 il n'y a pas que Anthony. Ne Il y a lis une pas, autre ne lis pas, personne. ne lis Il y a pas. une autre personne qui est une femme et qui m'a fait la remarque, qui m'a dit, ah, je croyais que c'était corps de femme. Non, non, c'est corps de femme. Et ça a du sens aussi, corps de femme, parce que c'est aussi un roman sur les violences féminines, sans en dire trop, sur ces violences féminines que tu souhaitais peut-être mettre en avant, je ne sais pas. J'aimerais avoir ton avis là-dessus aussi. Est-ce qu'il y a une volonté aussi derrière cette thématique-là qu'il y a dans ce roman? Alors, on a l'impression qu'il y a beaucoup de thématiques, mais c'est vrai, en réalité, quand on creuse clairement le livre, il y a beaucoup de thématiques sociétales actuelles et dont certaines, comme les violences féminines, qui sont peut-être un petit peu moins mises en avant. Alors, j'espère que les agriculteurs ne trouvent pas que je charge trop la barque pour cette famille. Cette famille n'est pas représentative des familles d'agriculteurs. Néanmoins, il se passe dans cette famille des choses qui se passent couramment, je le disais tout à l'heure, dans chaque département, chaque année, pas forcément dans des familles agricoles. Et cette difficulté à être mère, cette maltraitance, enfin, c'est pas, voilà, je vais m'arrêter tout de suite d'aller dans cette direction, comme ça je ne vous en dirai pas plus. Cette violence féminine, elle existe et elle a des racines qui ont été étudiées, hein, qui ont été étudiées en médecine, en psychologie, et ça me paraissait intéressant de l'aborder voilà, d'un point de vue extérieur et comportemental, et non pas d'un point de vue judiciaire. Déjà, ça m'arrangeait parce que je suis très loin d'être une experte judiciaire. Donc, j'ai totalement fait confiance aux ouvrages judiciaires sur la question et j'ai juste fait relire mon livre par un procureur pour être sûr que je ne disais pas trop de bêtises dans la toute petite partie judiciaire de mon roman. Mais c'était surtout l'aspect humain et psychologique qui m'intéressait, mais la psychologie passant par le corps, c'est-à-dire la psychologie comportementale. Et là c'est pareil, je me suis beaucoup reposée sur des ouvrages traitant du sujet écrits par des spécialistes, puisque moi-même, je ne suis pas du tout spécialiste de la question. Ça m'intéressait de croiser ces deux thèmes, parce que pour moi, les deux choses sont vraiment liées. On en revient à l'animalité. L'oubli de l'animalité peut être dramatique. Je me suis aussi posé la question sur la manière dont tu écrivais les récits des animaux. Est-ce que est-ce que tu as imaginé qu'ils rêvent? Est-ce que tu as imaginé qu'ils imaginent d'autres choses aussi? Est-ce que tu as imaginé dans ton esprit d'autrice quelque chose d'autre que la description en tant que vision de leur monde? Est-ce que tu t'es posé la question de savoir si est-ce qu'un animal a rêve? Est-ce qu'un animal Oui, ça ça donne. j'en suis sûre. C'est quand j'observe ma chienne en train de rêver, je suis sûre qu'elle rêve. Elle galope, elle attrape un animal, elle le mâche. Là, elle aboie même. Voilà, là, elle vient d'aboyer alors qu'elle dort. Donc je l'entends même en direct. Je ne peux pas vous le prouver parce que sinon ça va changer ma petite installation, mais croyez-moi sur parole. Et donc j'aurais pu écrire ça, mais peut-être frileusement, j'ai trouvé que c'était un défi suffisant d'écrire la réalité vue par les animaux plutôt que d'écrire leurs rêves. Mais pourquoi pas dans un prochain roman? Ça me plaît bien comme défi. Merci Anthony. Toujours plus loin.
dire que c'est quand même une matière. Les deux romans sont différents, le premier et le deuxième sont différents, mais est-ce que c'est une matière, là, l'animalité, c'est quelque chose qui t'a donné envie d'aller plus loin, qui t'a donné envie de creuser ce sillon-là? Alors, je ne suis pas du tout sûre d'écrire un autre roman avec des narrateurs animaux parce que c'était aussi l'envie de me renouveler qui m'a fait prendre ce défi. Et donc, recommencer avec cette même veine, à mon avis, sera pas... pourquoi pas? Faut jamais dire jamais. Faut jamais dire jamais, mais c'est pas ce vers quoi je vais actuellement là, pour mes prochains projets. Un rôle particulier dans tes prochains romans? On a l'impression aussi que ça t'a marqué comme expérience peut-être, ou Oui, je sais pas, je saurais pas dire. Les animaux ont une importance dans ma vie, donc on va forcément les recroiser. Mais est-ce que le futur projet va leur donner une place? Pas sûr du tout. Un autre peut-être. Je, je ne dirai rien, sauf sous la torture. et j'avais une autre question, notamment sur le fait que écrire à la place des animaux, est-ce que c'est pour fuir, entre guillemets, le monde actuel qui est quand même très difficile, très délicat? Est-ce que c'est aussi une manière de dire, j'ai envie de lutter contre ça, eh bien, je m'insère dans la peau d'un animal, peu importe lequel, mais finalement, au moins là, il y aura peut-être moins de violence faite aux autres, il y aura peut-être moins de sarcasme, peut-être moins d'hypocrisie, il y aura peut-être moins de sentiments et de vices cachés. Est-ce que c'est une façon de Alors, s'extraire de ce monde-là aussi? si jamais ça avait été une intention involontaire de ma part, c'est raté, parce que je trouve qu'on est quand même confronté à une réalité assez rude, et que ce soit du point de vue des humains ou des animaux, chacun a quand même sa part d'épreuves très très rudes. Donc non, c'était pas une volonté, et je pense pas non plus que j'ai cherché ça. Récurrente, celle de 2074, dans 50 ans. J'aime poser cette question aux écrivains parce que je trouve qu'ils ont toujours une vision particulière sur l'avenir. Et peut-être que dans 50 ans, on dira bravo Agnès, tu as réussi à savoir de quel monde est fait 2074. Comment vois-tu les choses dans 50 ans, qu'il s'agisse peut-être sur la thématique de l'agriculture en elle-même ou du monde dans son ensemble? Comment vois-tu notre monde dans 50 ans, Agnès? Sur le plan agricole, pour moi, la grande question, ça va être la question de l'eau, c'est-à-dire si l'eau reste gratuite pour les usages agricoles, euh, il y aura une évolution très différente de la question de l'eau payante, parce qu'en fait, si on regarde les processus de fabrication de la viande, on est sur des processus qui sont extrêmement consommateurs d'eau, puisqu'ils consomment doublement de l'eau, d'une part pour produire tous les intrants, toutes les nourritures animales, et notamment le maïs est extrêmement consommateur d'eau, avec des cultures très très fortement irriguées en été, à un moment où le besoin d'eau est très très fort partout. Et puis on a également les besoins vitaux de chaque animal, notamment les grands animaux, qui font que aujourd'hui, quand une période de sécheresse arrive dans une région d'élevage, c'est un peu la catastrophe pour tous les éleveurs, parce que rien que donner à boire à tous les animaux tous les jours est une vraie gageure. Et partant de ce constat, et voyant les progrès qui sont faits par les techniques de culture cellulaire et de fabrication de viande artificielle, j'ai peur que, indépendamment de tous les débats qui sont est-ce qu'il faut consommer de la viande ou non, j'ai peur que la viande naturelle devienne quelque chose d'aussi recherché que le caviar et d'aussi élitiste, euh, et que finalement on en soit réduit, pour ceux qui souhaitent consommer de la viande, à, à devoir consommer de la viande artificielle, parce que la viande naturelle deviendrait hors de prix. À mon avis, c'est quelque chose qui va arriver un jour ou l'autre, parce que continuer comme ça à, à utiliser de l'eau à tort et à travers sans se rendre vraiment compte des impacts sur l'ensemble de l'utilisation de l'eau par tout le monde,
Ça me paraît fou. Ça me paraît fou. Alors, ça a beaucoup à voir avec la question des mégalacines. Là encore, j'imagine que certains d'entre vous ont des opinions beaucoup plus documentées et beaucoup plus réalistes que moi, mais ça, c'est quelque chose qui me frappe. Et j'ai le sentiment aussi que si on ne fait pas quelque chose pour aider les agriculteurs à assumer l'ensemble de leur rôle, c'est-à-dire aussi d'entretenir le paysage rural pour nos besoins à tous, hein, puisqu'on est de plus en plus nombreux à vouloir ou à être des rurbains, des gens qui habitent le rural sans avoir une culture rurale, ceux-ci vont sombrer dans la misère. Or, ils réalisent une prestation pour l'ensemble de la société en entretenant le paysage, en évitant que ce paysage disparaisse, notamment par l'entretien des haies, des arbres, des bordures, des chemins, des fossés. Et ça, c'est quelque chose qu'à un moment donné, il faudra bien reconnaître avec du sonnant et du trébuchant, ou d'accepter de voir disparaître ce métier. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qui va prendre le relais? Est-ce que c'est des grandes fermes industrielles comme ce qu'on peut avoir dans certains pays maintenant, ou je ne sais pas. Il y a une part de je ne sais pas. 50 ans, c'est loin quand même. Et je ne sais pas, sinon, quant à la société, peut-être la littérature. Moi, je n'ai pas le sentiment que la littérature va disparaître. C'est une question qu'on se pose souvent avec l'intelligence artificielle, avec tous ces aspects-là. J'espère que Ville va continuer. Je suis d'accord avec Aurélie. Hein, j'espère. Dans 50 ans, on sera tous très vieux, mais je ne sais pas si on sera encore là. En tout cas, moi, je serai vraiment très, très vieille si je suis toujours là. Mais en tout cas, si je suis toujours là, j'espère toujours être en vie. Et concernant la littérature, j'ai la conviction que, comme on l'a dans Le meilleur des mondes d'ailleurs, que la vraie littérature existera toujours, et puis qu'on pourra toujours fabriquer des faux semblants avec l'intelligence artificielle, mais elle n'aura pas le même goût. J'entends. Alors justement, j'aimerais que tu nous parles aussi du début, de la manière dont le lecteur peut être déstabilisé dès le début. Ça, c'est aussi quelque chose qui peut revenir parfois dans ce roman-là. C'est pas si simple d'être véritablement un animal quand on te lit. Et pourtant, il faut faire le pari d'aller plus loin. Il faut creuser. Il faut s'insérer véritablement dans ton roman qui est exigeant. Ça, c'est le moins. C'est évident que on va pas dire que c'est un roman qui se lit avec du bruit autour, avec comment dire, une société qui va trop loin en réalité, qui parle, qui crie. Je pense qu'il faut quand même lire ce livre-là dans une ambiance plus apaisée, plus sourde, plus silencieuse. Est-ce que le livre aurait pu s'appeler Bienvenue en enfer finalement? On a l'impression que les animaux qui donnent cette voix-là à ce roman-là, entre guillemets, disent attention, regardez où vous êtes, vous allez avoir une vie quand même pas si simple que ça. Les humains ont quand même des difficultés, c'est évident, mais ils sont pas aussi simples à vivre au quotidien. Est-ce que ce bienvenue en enfer, c'est quelque chose qui t'a aussi frappé au moment de l'écriture? Est-ce que tu t'es dit même, est-ce que tu t'es dit, finalement, j'ai peut-être envie d'être un animal? C'est une question difficile parce que, encore une fois, pour l'avoir vécu plusieurs fois et dans des exploitations différentes, ça peut être vu comme l'enfer par des urbains, mais c'est la vie quotidienne de plein de gens sur Terre. Et malgré tout, il y a de la lumière, il y a une relation aux bêtes, il y a une relation à la nature qui fait aussi la valeur de cette vie. Et je pense notamment à mon neveu qui a maintenant l'expérience de plusieurs exploitations qu'il a montées, certaines ont marché, d'autres n'ont pas marché, etc. C'est une vie qui est effectivement très dure, mais c'est une vie qui vaut le coup parce qu'elle donne accès à des choses qu'on a complètement oubliées et desquelles on est vraiment très, très éloigné en vie. Donc non, j'aurais pas du tout souscrit à un tel titre, même si effectivement il y a une intrigue qui est très, très noire derrière. Mais sur le plan animal,
il ne s'y passe rien de ce qui... Enfin, presque rien de ce qui ne se passe pas classiquement sur des exploitations agricoles. C'est peut-être notre mode de vie qui nous fait considérer comme infernal des choses qui font partie de la vie et de la mort. De manière générale, on a complètement évacué notre propre mort, la mort animale, de nos existences. Aujourd'hui, elle est complètement invisibilisée dans notre vie urbaine. Même lorsqu'on a un proche qui meurt, on n'est même pas obligé d'aller à la levée de corps. On peut très bien passer sa vie sans avoir vu un cadavre. Je suis désolée, je suis pas très politiquement correcte ce soir, mais c'est la réalité. C'est que nos vies sont exemptes de mort. Or, c'est pas la réalité. Là, pour le coup, la vie est édulcorée, contrairement au roman. Oui. Donc, est-ce que c'est parce que nos vies sont édulcorées qu'on trouve ce roman ou cette réalité particulièrement infernale? C'est possible. C'est possible. J'aimerais aussi revenir sur la fin du livre, alors pas sur la fin en elle-même, mais sur les remerciements que tu fais. C'est toujours intéressant, les remerciements. Pour le coup, tu remercies des agriculteurs qui t'ont accueilli sur leur exploitation. J'aimerais que tu nous racontes aussi comment tu as travaillé la matière, c'est-à-dire est-ce que tu as fait des interviews, est-ce que tu as observé simplement, comment tu as réussi à capter ce qu'ils pouvaient te donner? Alors, mon expérience chez des éleveurs laitiers, elle date en gros de 30 ans, on peut dire ça, grosso modo. Et donc, j'ai travaillé à partir de souvenirs. Et finalement, ça m'a pas tellement gênée de travailler à partir de souvenirs, même s'ils étaient lointains, parce que je trouve que on voit les choses. Si, techniquement, il y a des choses qui ont évolué, mais les choses n'ont pas évolué si vite que ça. Et Rien n'a évolué. il y a des Parce choses parce qui que rien restent n'a les évolué. mêmes. Donc, le roman, il se passe entre les années 90 et les années 2015, en gros. Mais il y a des évolutions du métier qui font que l'informatique est évidemment de plus en plus présente. Elle est présente dans le livre, même si l'agriculteur ne l'utilise pas énormément. Elle peut être beaucoup plus utilisée qu'elle ne l'est présente. Tout le mode d'alimentation, de traite peut être beaucoup plus automatisé que ce qu'on voit dans le roman. Malgré tout, le cœur du métier, il reste le même, c'est-à-dire qu'il faut être beaucoup disponible quand on est éleveur. Il faut se lever tôt, il faut se coucher tard, il faut aller souvent voir ses bêtes parce qu'on a beau avoir des caméras, elles ne voient pas tout. Et on peut avoir les rations qui sont calculées en fonction de la lactation de ces vaches et qui sont modifiées chaque jour en fonction de la quantité de lait produite. Tout ça, ce sont des aides, mais le fond de la question, c'est-à-dire la disponibilité, la présence, la relation à l'animal, ça, c'est quelque chose qui ne change pas, à mon avis. Et c'est quelque chose qui fait aussi toute la valeur de ce métier. Et la domination aussi, peut-être, c'est une question de domination sur les bêtes. Alors ça, c'est de plus en plus édulcoré. Je ne sais pas si vous avez tous eu l'occasion d'aller visiter une ferme laitière. Il y en a de plus en plus autour des grandes villes qui proposent la visite à la ferme, celles qui font de la vente directe. On peut voir des salles de traite ultra modernes qui tournent avec des vaches dedans, et on a l'impression que la modernité vient apporter un certain bien-être à l'animal. En réalité, la modernité, ce qu'elle vient apporter, c'est qu'elle vient minimiser le contact entre l'humain et l'animal. Elle ne vient pas apporter, pas nécessairement apporter plus de bien-être, puisque l'animal va avoir une reproduction tout autant cadrée et artificielle que je dirais il y a 30 ans. Il va avoir autant de souffrances au niveau de la parturition, au niveau de l'enlèvement des veaux, autant de souffrances psychiques, puisqu'on sait maintenant qu'une vache souffre psychiquement quand on lui enlève ses veaux, mais aussi quand on lui enlève une amie, une vache compagne, par exemple.
Bon, au niveau de l'abattage, je pense que vous savez aussi bien que moi qu'il y a des bons élèves, il y a des mauvais élèves, il y a des élèves qui font correctement un étourdissement, il y en a qui le font très très mal. Et de toute façon, la plupart des abattoirs se situent assez loin des lieux d'élevage, ce qui veut dire que le moment de stress essentiel de l'animal, c'est pendant son transport. Donc, je suis pas sûre qu'on puisse dire que le progrès aujourd'hui va dans le sens d'une moindre souffrance animale. Il va dans le sens d'une simplification de la tâche humaine et d'une réduction des contacts entre l'humain et l'animal. Mais ça participe à tout cet ensemble de choses qui font qu'on escamote la souffrance animale et la mort animale, mais notre propre mort aussi, on l'escamote. On escamote aussi notre souffrance. Aujourd'hui, nos hôpitaux, nos EHPAD sont dans un état lamentable parce que c'est des choses qu'on ne veut pas voir. La souffrance des gens, que ce soit des soignants, que ce soit des soignés dans ces établissements, est quelque chose qui est difficile à voir et sur laquelle il est difficile de mettre des moyens sur quelque chose qu'on voit de moins en moins frontalement. Je m'égare un petit peu, mais c'est vraiment, on touche à des convictions profondes chez moi. Et on a surtout beaucoup de mal à admettre qu'on a eu tort pendant des années aussi, et qu'on a eu tort de délaisser certaines parties économiques, sociétales et humaines, surtout, pendant de longues années. Oui. Si je reprends l'exemple de l'abattage, aujourd'hui, il y a une très petite minorité d'agriculteurs qui essaient de commencer à s'organiser pour qu'il y ait des abattoirs mobiles qui vont de ferme en ferme, comme ça existait dans le temps, avec quelqu'un qui est diplômé, qui a le droit d'abattre les animaux, de manière à éviter le stress du transport aux animaux. C'est pas l'idéal, mais c'est déjà une souffrance en moins. Et un animal qui est conduit à un abattoir au sein de sa ferme va pas du tout vivre la même expérience qu'un animal qui va voyager pendant 24 heures, qui va arriver en ayant soif, en étant complètement paniqué, en sachant pas où il est. Et on aura beau l'étourdir, on ne peut pas dire que c'est un animal qui a été conduit de manière sereine à sa fin. Je ne vais pas vous lire l'abattoir. Je finirai par une dernière question ensuite. D'accord. Donc on écoute le chat tigré. Les lambeaux de nuit s'insinuent dans chaque interstice de la masure, étouffent les bruits habituels, les craquements de vieilles ardoises, les gémissements des poutres fatiguées. Je suis le seul éveillé dans cette maison désertée par mon compagnon, tout à sa chasse, à ses batailles et ses exploits. Je suis le seul à déambuler à pas amortis dans l'odeur poussiéreuse. Pas une latte de parquet ne grince, et pourtant. La respiration légère de l'enfant rythme les mouvements lents du mobile découpé dans un magazine et suspendu au-dessus de son bureau, toutes les planètes du système solaire qui épousent le moindre courant d'air. Les ronflements du fermier font vibrer l'air de la chambre parentale, font trémuler les rameaux desséchés plaqués au mur par le crucifix accroché là depuis toujours. La figure sévère de l'homme sur la croix, tête penchée, contemple de ses yeux clos la fermière couchée en chien de fusil, dos à son mari. Elle s'agite dans un sommeil qui ne consent pas à la calmer. Elle a des soubresauts, des moignons de phrases, des rêves que je ne peux pas imaginer. C'est un cauchemar qui doit la terrifier, tant ses poings sont crispés sur le drap, tant sa bouche s'ouvre pour appeler l'air vicié qu'elle n'avale pourtant pas. Elle ne produit qu'une plainte silencieuse. Ses jambes tétanisées frémissent, ses lèvres de carpe battent l'air. Elle traverse une scène qui m'est étrangère, une scène où elle se bat contre plus fort qu'elle, mais pas pour se protéger elle-même. Elle se raidit pour ériger un rempart. Elle tend son bras jusqu'à frôler le corps massif de son mari, dont le ronflement se suspend. Je me retiens, une patte en l'air, prêt à bondir hors de la chambre saturée de remue. Habituellement, le fermier ne m'accepte pas dans ces quartiers. La femme endure tout, les yeux clos. Ses mains retiennent le drap chiffonné. Le fermier reprend sa respiration en sifflant, cette fois. Ses lèvres épaisses battent la mesure à chaque expiration.
Ses apnées suspendent la nuit toutes les 4 ou 5 inspirations. À chaque fois, il reprend son rythme tranquille. La femme se durcit une dernière fois, toujours en silence, puis se relâche enfin. Elle expulse brusquement l'air retenu tout ce temps dans ses poumons gonflés. Un flux glacé, acide et terrifié. L'expiration des proies quand elles savent qu'il ne sert plus à rien de se battre. Le soupir de capitulation d'une souris sous ma griffe. Le voile de l'aube s'accroche aux persiennes du volet mal fermé, diffuse sa grisaille dans la chambre en désordre. Les vêtements de la veille, jetés en vrac, ajoutent leur odeur de transpiration à ceux de l'avant-veille. Cela fait plusieurs jours que le linge n'a pas embué le cellier, que la fermière n'a pas ramassé les œufs. C'est la première fois qu'elle s'éveille bien avant que le fermier ouvre une paupière, qu'elle le couvre des yeux, ronflant, avant de se lever, sans faire grincer le matelas, enfile ses vêtements de tous les jours, sa blouse bleue, rassemble le linge souillé et en fait un baluchon qu'elle descend pesamment dans l'escalier qui gémit. Je n'ai pas frémi, je ne sais même pas si elle m'a vue, silhouette pétrifiée dans le coin sombre de la pièce. Les crachotements de la cafetière répondent au premier vomissement du lave-linge. Tout est prêt. Sur de nous donner envie sur un auteur, une autrice méconnue que tu aimerais remettre au goût du jour, quelqu'un qui t'a peut-être inspiré. Quel livre as-tu choisi? Quel auteur ou quelle autrice as-tu choisi? Alors, j'ai choisi Marcel Sauvageot. C'est une photo qui est très connue, la photo de la couverture. Marcel Sauvageot, c'est une autrice du début du XXe siècle qui a écrit un livre, et pour elle, c'était même pas un livre, c'était un commentaire. Elle n'avait même pas prévu de l'éditer. Marcel Sauvageot, c'est une jeune femme tuberculeuse qui a écrit cette lettre destinée à un amant qui lui venait de lui signifier que leur histoire était terminée parce qu'il allait en épouser une autre. Il allait épouser une jeune femme qui n'était pas malade. Et donc, c'est une longue lettre qui fait un petit peu moins de 100 pages. C'est un livre très court, donc, qui m'a beaucoup marqué parce que en 80 pages, c'est une vision de l'amour et de la vie racontée par une femme qui se sait condamnée, qui sait qu'elle va mourir dans très peu de temps, qui a été édité de manière assez erratique, et c'est pour ça que c'est un livre un petit peu méconnu jusqu'à il y a une vingtaine d'années. C'est un livre qui ne laisse pas indemne. Je ne vais pas en dire plus, je vais vous laisser le lire. Il est incroyable. Bon, oui, Martine le connaît. Parfait. Eh bien, ma Elle chère, n'est pas la seule. elle n'est pas la seule. Non, en effet. Voilà, une jolie couverture. Une On jolie voit plus ou couverture. moins bien. Voilà. Voilà. Merci. Agnès, merci infiniment pour ce corps de ferme et pour ce que tu en as dit ce soir. On a vraiment l'impression une grande autrice naît de plus en plus. Elle est là. Tu sais, tu m'as beaucoup fait penser aussi à Marie-Hélène Lafon dans cette écriture en creux. Euh, Alors là, ouais, je suis très, 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 très ouais, flattée. mais c'est vraiment le cas parce que, alors en effet, tu t'insères dans la peau des animaux, mais on a l'impression aussi que tu es dans la suggestion constante. Et c'est ça que je trouve extrêmement intéressant dans ce que tu as écrit, c'est que il y a cette écriture véritablement en creux qui laisse le lecteur faire le travail. Et ça, je trouve ça fascinant et génial pour tous les lecteurs et lectrices qui peuvent lire des livres chaque jour ou toutes les semaines. Mais on voit tellement de choses communes que quand il y a un livre comme ça qui sort du lot et qui sort des sentiers battus, forcément, il faut l'encourager parce que je te souhaite vraiment le meilleur pour ce livre-là et j'ai l'impression que ça commence beaucoup déjà à faire parler, et tant mieux, parce que véritablement, il y a quelque chose en plus sur Corps de ferme, et je suis ravi de t'avoir entendu ce soir et d'avoir entendu tes explications par rapport à cette écriture-là. Merci beaucoup pour cette rencontre très particulière pour moi, évidemment, parce que venir en ville, c'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu une consécration, une consécration affective autant que littéraire.
Et j'ai adoré vos questions. Et voilà, j'espère qu'on se retrouvera pour un troisième roman. Eh ben, avec grand plaisir, évidemment. Avec grand plaisir. Au revoir à tous, Merci beaucoup. Agnès. Au revoir à tous. Et on se retrouve jeudi avec une autrice HarperCollins, Petroni Rostagna, dans un autre genre. On se retrouve jeudi soir. Au revoir tout le monde.